Bonsoir à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour me présenter, pour présenter un petit peu mon parcours. Ensuite, je présenterai le parcours de Françoise. Donc, après avoir été enseignante en français, philosophie et communication écrite, j'ai décidé de me réorienter professionnellement et je suis maintenant rédactrice web SEO et correctrice. Vous l'aurez compris, la lecture mais aussi l'écriture sont une passion pour moi. Le premier roman que j'ai lu de Françoise Guérin, c'était il y a quelques années et je l'ai dévoré. C'était un polar qui s'appelait À la vue, à la mort, qui s'appelle À la vue, à la mort, qui a été adapté à la télé sous forme de série. Ensuite, j'ai lu Recherche jeune fille à croquer. Et enfin, j'ai pu savourer Maternité ou encore On noie bien les petits chats. Voilà pour vous faire une rapide présentation. Donc, Françoise Guérin, bonjour. Tu es psychologue clinicienne en libéral et tu reçois de nombreux enfants ainsi que leurs parents dans ton cabinet. Les Défilés du désir est un recueil constitué de 18 nouvelles. Les narrateurs sont des enfants mais aussi des adultes revenant sur l'enfant qu'ils étaient. Pour ce faire, tu as opté pour une narration à la deuxième personne du singulier. Nous y reviendrons ultérieurement. L'objectif de ces textes est donc le suivant: donner voix à l'enfant qui ne sommeille pas, mais qui au contraire semble toujours exister et guider nos pas, nos choix et nos relations. Ce qui est assez intéressant, c'est le fait que les enfants ont pour la plupart une famille, mais une famille qui ne les aide pas, et cette aide vient de l'extérieur. Ce qui m'emmène donc à ma première question. Ces nouvelles mettent en lumière des enfants confrontés au monde avec toute sa cruauté, mais pourtant la tendresse est là, mais elle ne vient pas du cercle familial, comme je le disais en tout début. C'est le cas par exemple de la nouvelle Le Mastic ou encore L'Endiablé. Quel message as-tu voulu faire passer au lecteur ? C'est assez curieux parce que je ne m'étais pas aperçue en écrivant ces différentes nouvelles qu'elles avaient ce point commun que tu as repéré, à savoir que l'aide venait toujours de l'extérieur du cercle familial, soit un enseignant, soit un commerçant, soit un passant dans la rue. Hein. Alors c'est curieux, c'est les choses qui échappent au fond. Je crois que tout simplement, puis probablement que ça me parle aussi. Quand j'écris un recueil de nouvelles, je ne l'écris pas à la suite comme je le ferais d'un roman, c'est-à-dire que j'écris des textes que je collecte, que je mets de côté, sachant que j'ai très tôt su que je voulais écrire un recueil sur l'enfance et que j'ai écrit la première nouvelle couleur abricot en me disant ça sera la première nouvelle du recueil. C'est jamais comme ça d'habitude pour moi. Et qu'ensuite j'ai écrit les autres textes au fil des mois. Mais je crois que je n'avais pas repéré ce que tu dis là. Alors de quoi ça parle? Peut-être que l'enfance qui est décrite dans ces textes, c'est une enfance un peu solitaire. Voilà, ou avec des enfants qui ne rencontrent pas forcément l'autre, ou qui rencontrent l'autre du côté des copains, du côté voilà, de personnes qui sont un peu inattendues. Voilà. La solitude sera évoquée ultérieurement, j'avais prévu de l'aborder. Je vais passer à la deuxième question. Il y a dans certaines de tes nouvelles des personnages qui viennent en aide aux personnages principaux, d'autres qui les freinent dans leur avancée. Puisque les personnages sont majoritairement des enfants, pourrions-nous assimiler tes nouvelles à des contes, bien qu'ils n'en respectent pas complètement la structure, c'est-à-dire situation initiale, éléments perturbateurs, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale? Il y a une dimension initiatique dans certains textes, je m'en suis aperçue à la relecture. Initiatique pas au point d'une quête où il faudrait aller chercher l'épée plantée dans le rocher, mais quelque chose effectivement qui fait qu'il y a une transformation entre le début et la fin de la nouvelle. On pourrait le dire un petit peu comme ça. Il y a également dans ces textes, effectivement, il y a des péripéties, mais qui ne sont pas nécessairement... j'ai pas voulu faire quelque chose de fantastique, c'est pas des contes proprement dit, mais il y a, voilà, dans ces nouvelles,
quelque chose qui s'apparente à, oui, à un cheminement. Je pense notamment à un texte qui est vers le milieu du livre qui s'appelle L'art de s'extraire. L'art de s'extraire, c'est une famille qui arrive pour fêter Noël chez les grands-parents et la narratrice voit bien qu'elle ne sait pas s'extraire des situations périlleuses dans lesquelles elle est, notamment quand elle se trouve embêtée par ses cousins, elle ne sait pas se dépatouiller de ça, donc elle se retrouve en perpétuelle position dangereuse, entre guillemets, à prendre les claques avec les autres, etc. Donc ça, c'est le début de la nouvelle quand elle va aborder les étages qui montent à la fête de Noël. Et puis, on va voir comment, finalement, elle trouve sa façon à elle, bien particulière, de ne pas se laisser faire cette fois-là, de ne pas se laisser prendre dans ce jeu permanent dans lequel elle est avec ses cousins. Et elle, voilà, donc je vous laisserai lire, parce qu'évidemment, si je vous raconte comment ça se termine, c'est pas du jeu. Effectivement, c'est une très belle nouvelle. C'est l'une de mes préférées du recueil, L'art de s'extraire. Autre question, pourquoi avoir choisi cette approche fragmentée du recueil et tout particulièrement la forme de la nouvelle? Est-ce que ça s'est imposé? Qu'est-ce qui a motivé ce choix, cette envie? En fait, j'ai toujours en parallèle deux ou trois manuscrits qui tournent. Donc, il y a toujours un roman. Je suis toujours en train d'écrire un roman. Donc là, j'écris un roman qui n'est pas nécessairement un polar d'ailleurs. Et en parallèle de ça, j'ai un recueil ouvert et j'ai des textes qui viennent que je ne choisis pas de faire venir. Hein. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, je nage à la piscine ou je marche dans la rue et il y a un texte qui vient et je l'attrape comme ça. Parfois, ça peut être très lent, très difficile à attraper et parfois, ça vient de manière très rapide, comme ce texte-là, Première cerise, que j'ai écrit en quelques heures parce qu'il est venu comme ça brutalement. Et depuis toujours, j'écris des nouvelles en fait. Donc, c'est pas le choix de fragmenter le récit, c'est plutôt que des nouvelles sont venues et que cette question de l'enfance m'a beaucoup intéressée. Je me suis aperçue il y a quelques années qu'il n'y avait pas d'enfants dans mes livres. Bon, à part dans Maternité et On doit bien les petits chats où il y a des bébés, mais au fond, dans aucun de mes livres, il n'y avait d'enfants. Il y avait des adolescents, mais c'était comme si j'évitais le sujet, un peu comme si, voilà, comme si c'était un petit peu hors sujet la question des enfants. Et là, j'ai eu envie, oui, d'écrire, probablement aussi parce que, sans être inspirée par mes patients, je suis frappée de cas d'enfants que je reçois et de l'énergie qu'ils mettent à se sortir de situations compliquées, qu'elles soient familiales, scolaires ou autres. Et j'ai envie de témoigner un petit peu de ça. Donc, c'est pas du tout mes patients qui sont dans le livre, mais de témoigner de quelque chose de ça en écrivant des textes différents sur différents enfants. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont situées à différentes époques. Au fond, certaines plus contemporaines, certaines probablement que je situe dans les années 50. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça répond tellement à la question, mais comme je ne sais pas répondre aux questions, je réponds toujours un peu à côté. Non, c'était très bien, merci. Merci beaucoup. Afin de poursuivre cet entretien, je souhaiterais que nous revenions, je l'avais évoqué en tout début, à l'usage de la deuxième personne du singulier qui m'a particulièrement frappée et touchée. Est-ce que ce tu matérialise leur inconscient? Qui est cette voix qui s'adresse à eux? Alors, leur inconscient, je ne sais pas, parce que d'abord, qui peut dire ce que c'est que l'inconscient? En tout cas, j'aime qu'il y ait un mystère autour de ça. Dans les deux précédents livres, ce sont déjà des livres en tu, Maternité et On doit bien les petits chats. Et la question a beaucoup été posée de savoir qu'est-ce que c'était que ce tu. Certains faisant des hypothèses. Alors, c'est le personnage qui se parle à lui-même, c'est une voix intérieure, ou c'est un narrateur externe qui parle à ce personnage et à la fin, on va découvrir qui c'est. On m'a proposé toutes sortes d'hypothèses, que c'était peut-être pour
pour maternité, on m'avait dit c'est peut-être sa psychanalyste qui lui parle. Alors comme si les psychanalystes, ça parlait. Enfin, voilà. Voilà, il y a eu comme ça plein d'hypothèses. Et alors moi, j'aime bien l'idée que finalement, chacun va faire à sa sauce, va faire cette affaire-là. Clairement, c'est pas sûr que ce soit la même chose d'une nouvelle à l'autre. Mais je donne quand même un petit indice dans le prologue, qui est que, d'une certaine manière, c'est comme si moi, en tant qu'auteur, j'avais envie de parler à ces enfants. Envie de leur parler avec tendresse, envie de les accompagner, envie de, voilà, de faire le bout de chemin avec eux. Donc, c'est peut-être moi là qui dis le tu à ces enfants, mais c'est pas, voilà, c'est pas certain même pour moi au fond. Une chose est sûre, c'est que maintenant que j'ai écrit plusieurs livres en tu, j'ai beaucoup de mal à revenir au je ou au il. C'est devenu quelque chose qui, enfin, il y a quelque chose qui est tellement aisé dans ce mode d'écriture pour moi, qui permet des choses tout à fait inédites par rapport aux autres modes d'écriture, que je ne sais pas si je vais réussir à me débarrasser de ce tic. Très bien. Ce qui explique le choix de cet extrait d'un poème de Jacques Prévert, Paroles. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Ouais. Oui, oui, c'est ça. J'ai mis cet exergue parce qu'elle me parlait beaucoup au fond. Pour la petite histoire, Audrey et moi, on se connaît peu. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, et on s'est demandé tout à l'heure si il fallait qu'on se vouvoie ou qu'on se tutoie pendant la soirée. Et j'ai senti que j'arriverais pas à la vouvoyer, alors que je suis pas quelqu'un qui tutoie facilement d'habitude. Et donc voilà, ce tu maintenant, il s'impose beaucoup dans les comme un mode de relation fraternelle, amicale. Dans l'écriture, c'est le cas aussi. Très bien, merci. Tes nouvelles mettent en scène des enfants qui se construisent seuls. Ce sont des adultes avant d'être des enfants. À la différence des deux premiers romans, tu nous offres le point de vue des enfants, tu l'as évoqué plus tôt, et non celui de la mère et ou des parents. Malgré tout, une place prépondérante est laissée aux parents, aux grands-parents, aux cousins ou encore aux voisins et aux enseignants. Pouvons-nous dire qu'ils sont des points d'appui pour ces enfants? Donc, ça a été un petit peu évoqué plus tôt, mais est-ce que tu pourrais un peu développer? C'est du point de vue c'est du point de vue de l'enfant, oui et non, parce que c'est aussi l'enfant reconstruit à certains moments. Voilà, qu'on entend s'exprimer. Est-ce que ces personnes sont des points d'appui? Je dirais que ce sont surtout des rencontres qui, comme dans le conte, permettent un changement. Des bonnes rencontres pour un certain nombre, d'autres un peu moins sympathiques. Mais c'est quand même, je me rends compte que j'écris sans arrêt des livres sur la rencontre. Dans la série des Lanester, c'est la rencontre du personnage avec lui-même, parce qu'il est complètement passé à côté de lui et à côté de sa vie psychique. Dans Maternité et On doit bien les petits chats, c'est la rencontre entre la mère et le bébé, mais ça ouvre à d'autres rencontres. Et là encore, finalement, ce sont continuellement des rencontres, mais pas forcément, voilà, par exemple dans... je le connais pas par cœur, hein, je vous assure. Dans Sortir de l'ombre, c'est une petite fille qui marche dans la rue, et en marchant dans la rue, on pourrait dire qu'elle se rencontre à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle décide, sans décider vraiment, mais elle se met à boiter, elle se met à boitiller. Et en boitillant, elle sort du rythme de la grand-mère qu'elle était en train de suivre, et il se produit quelque chose du côté de son corps, du côté de son être, qui lui permet d'émerger au fond dans sa subjectivité. Donc là, il n'y a pas vraiment de point d'appui d'un autre, mais il y a un petit symptôme, un petit truc très discret qui lui fait faire un pas de côté par rapport à ce chemin qu'elle suivait, de suivre la grand-mère comme on serait dans un tourbillon. Très bien, merci. Les mots MOTS sont la source des mots MAUX dans beaucoup de tes nouvelles. Dans quelle mesure le langage peut être perçu comme étant la clé de voûte de tes nouvelles?
faut pas me lancer sur le langage, hein, parce que ça peut durer. Il y a plusieurs textes qui sont très, très en lien avec cette question-là. Je pense à un texte qui s'appelle Tu n'as pas mérité, où on, enfin, on découvre l'histoire d'un petit garçon qui attend désespérément le soir enfin, de recevoir le baiser de sa mère avant d'aller se coucher. Et certains soirs, il a ce baiser qui est tant attendu, mais qui est plus comme une offrande que comme un dû. Il y a quelque chose où la mère peut, lui, il le réclame comme une offrande, et la mère lui donne, tantôt lui donne, et tantôt lui dit tu n'as pas mérité. Et ce tu n'as pas mérité va poursuivre cet enfant une vie entière, c'est ce que je laisse entrevoir dans le texte, comme une énigme, mais aussi comme quelque chose qui le met dans une grande difficulté dans le lien à l'autre. Et notamment quand il s'agit de prendre une femme dans ses bras, le tu n'as pas mérité devient quelque chose qui le met, qui le met hors circuit. Donc, j'avais envie, comme dans mes précédents livres, au fond, là encore, de montrer comment la langue avec laquelle on est construit, la langue dont on est pétri, nous met, sur un chemin, parfois sur une trajectoire, et nous mène souvent à notre insu, puisque c'est une langue qui est souvent... il y a des choses qui nous échappent. Ça me fait penser que parmi mes patients, c'est pas rare que j'interroge, mais qui c'est qui parlait comme ça dans votre histoire à quelqu'un qui dit un mot souvent assez péjoratif sur lui, et que ça met sur des pistes intéressantes. Voilà, je ne sais pas bien le dire autrement. Pas facile de parler face à un écran, en fait, hein. J'ai l'impression, même si je parle à des personnes, mais c'est quand même pas simple. Merci en tout cas. Je souhaiterais que nous nous arrêtions sur le choix des citations que tu as mises en exergue. Je vais les lire. Hein. D'un côté, il y a Aragon et le souvenir, de l'autre, Frida Kahlo et la souffrance. Les deux sont-ils liés? Mais avant, je vais quand même prendre le temps de lire ces deux belles citations, vraiment, voilà, qui ouvrent le recueil. Donc la première, c'est Louis, Aragon, extrait Les yeux et la mémoire, chant 2. D'autres qui referont comme moi le voyage, d'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront pour leur nom murmuré, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Et puis ensuite, cette très belle phrase de Frida Kahlo, extraite de sa correspondance avec Lucienne Bloch. Je buvais pour noyer ma peine, mais cette garce a appris à nager. C'est du Frida Kahlo dans toute sa beauté. Alors, est-ce que ces deux citations sont liées? Probablement. Le poème d'Aragon dont est issu cet extrait est un poème qui est très cher à mon cœur pour différentes raisons personnelles, et qui est un poème qui évoque la mort, au fond, le seuil de la mort d'une certaine manière. Et le narrateur dans ce poème se souvient finalement d'un certain nombre de choses. Voilà pourquoi j'ai eu envie de... Voilà, d'abord parce que c'est un poème que j'aime énormément, et puis parce que c'est un... ça renvoie à ce magma de souvenirs dont parfois on arrive à tirer une image, un mot, une phrase, mais qui le plus souvent est notre fondement sans qu'on arrive à se dépêtrer de ça. J'ai l'impression que je dis souvent dépêtrer, dépatouiller. Enfin, ce soir, il y a quelque chose qui insiste. Bon, c'est pas grave. Et cette phrase de Frida Kahlo, je l'adore. J'ai tellement l'impression que donc je buvais pour noyer ma peine, comme elle arrive à jouer sur le sens. Enfin, je buvais pour noyer ma peine, mais cette garce a appris à nager. On sait combien Frida Kahlo a eu affaire à ça toute sa vie, de souffrir de sa peine, que ce soit physique ou de sa peine de ne pas pouvoir avoir un enfant, ou de ses difficultés amoureuses, etc. Voilà. Est-ce que ces deux-là sont liés?
Sans doute, parce que quand je choisis des exergues, c'est souvent à des moments précis de l'écriture du livre où ça me vient, où ça résonne avec quelque chose que je viens d'écrire. Et bon, peut-être que cette question des souvenirs, c'est aussi beaucoup c'est la question de souvenirs douloureux. Dans le livre, il y a comme ça des personnes qui se souviennent de choses compliquées. Je pense à la nouvelle qui s'appelle Jusqu'à l'indifférence. Jusqu'à l'indifférence, euh, c'est un homme, là c'est pas un enfant, mais c'est un homme qui s'aventure dans les rues de son enfance et qui revient au fond sur ces lieux-là, qui hésite, qui voudrait bien monter revoir son appartement et puis qui s'y aventure un jour. Enfin, c'est vraiment pour lui tout un cheminement d'arriver à pousser cette porte et à revisiter les lieux de son enfance. Et après, il va les revisiter encore et encore, revenir encore et encore sur ces lieux-là. Et je dis, je vous lis le petit extrait. Donc, une fois qu'il est entré dans cette maison, il repart, repartir, rentrer chez toi, dans cette maison que tu n'as jamais réussi à faire tienne. Rentrer et bientôt revenir, repasser dans le quartier, encore et encore. Pousser la porte de l'immeuble, flairer les escaliers, affronter tes réminiscences, les regarder s'affadir un peu plus à chaque fois, les regarder perdre de leur emprise sur toi, repartir, revenir, jusqu'à l'indifférence. C'était très important pour moi d'écrire ce texte qui, d'une certaine manière, pour moi, évoque la psychanalyse. Dans la psychanalyse, on vient, on revient et on parcourt encore et encore des souvenirs qu'on reparcourt pas toujours de la même manière. Parfois, on les parcourt douloureusement ou voilà, ou dans des moments de grande émotion. Et puis, on s'aperçoit au fil du temps que quelque chose de la douleur peut s'éteindre, que finalement, plus on y revient, plus on le redécouvre, plus parfois on a d'autres regards dessus, mais aussi plus quelque chose peut aller jusqu'à une forme d'indifférence, au fond, qui permet finalement de se séparer de la douleur, de continuer d'avancer. Voilà, quelque chose comme ça, probablement que j'ai voulu mettre dans ce texte. Et donc, il y a quelque chose d'un cheminement encore et encore. Merci, merci beaucoup. Euh, certains de tes personnages souffrent de paraître invisibles, mais tentent malgré tout de se construire à travers le regard de l'autre. C'est le cas dans L'art de s'extraire ou Une vague odeur de mazout ou encore L'audition. Il semble donc que pour exister, l'enfant doit être vu et considéré par ses parents et ses camarades. Dans ces textes, le lecteur assiste à des constructions psychologiques en miroir, c'est-à-dire les narrateurs s'identifient en observant ce qu'ils ne sont pas et en admirant des enfants qui semblent incarner une forme d'idéal. Est-ce qu'on se construit aussi en voulant atteindre un idéal ? Certainement. Moi, alors, faut pas me demander comment on se construit, hein, j'en sais rien, pas grand-chose, mais certainement que la dimension de l'idéal et de l'imaginaire compte dans cette construction de l'enfant. On le voit bien d'ailleurs dans la manière dont on intériorise des idéaux, alors des idéaux divers et variés. Je pense à Harry Potter, par exemple, qui constitue pour un certain nombre d'enfants des réservoirs d'idéaux. Alors, pas pour tous, hein. Moi, je me souviens d'avoir reçu un petit garçon en séance et il avait un cartable Harry Potter. Alors, je m'intéresse, ah bon, t'as un cartable Harry Potter et puis, au fil de la conversation, je lui demande, et alors toi, t'aurais voulu être qui si t'avais été chez Harry Potter? Et il me dit, Voldemort. Donc là, bon, je me suis dit, allez, je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Mais voilà, chacun se constitue. Je ne sais pas ce que c'était ce choix de Voldemort. Il y a une explication, je n'ai pas trouvé, c'est pas grave.
Mais voilà, il me semble que on a tous affaire à des idéaux, que parfois, d'ailleurs, ça nous met dans des grandes difficultés, mais que ça se construit dès la petite enfance, au fond. Être grand comme papa ou belle comme maman, enfin, c'est très sexiste ce que je suis en train de dire, mais voilà, enfin, des choses comme ça. Là, dans les textes, ça parle notamment, je crois, ta question, elle me renvoie ça y est, l'audition. Oui, complètement. Voilà. Oui, mais L'audition, oui, c'est cette petite fille qui attend de passer son audition de piano dans les couloirs du conservatoire et qui voit bien qu'autour d'elle, les autres enfants n'ont ni le même look, ni le même manque d'assurance au fond, que probablement quelque chose manque chez elle. Et bon, je ne vous dirai pas ce que c'est qui manque chez elle, mais voilà, elle est finalement là à regarder autour d'elle les jupes plissées, les soquettes blanches et les jolies nattes bien tressées. Et finalement, elle se voit, elle, très dégradée par rapport à ça. Mais au fond, c'est une impasse. On voit bien que c'est une impasse dans cette nouvelle, de vouloir avoir la jupe plissée de l'autre et les tresses de l'autre. C'est vraiment une impasse quant à sa propre construction. Et probablement parce que ce qui manque, entre autres, c'est qu'elle puisse avoir sur elle-même un regard un peu plus amoureux, un peu plus indulgent. Voilà, alors je pense que l'idéal est très présent dans la construction du sujet et je m'en aperçois particulièrement dans ma profession parce que je reçois beaucoup de mères avec des nourrissons et les mères se présentent toujours avec un grand idéal maternel. C'est aussi ce qui m'a amenée à l'écriture de maternité, par exemple. Elles sont là avec une espèce de certitude que si elles ne sont pas les meilleures mères du monde, elles sont les plus mauvaises, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. On est directement dans ce conflit-là. Voilà, alors que, au fond, une grosse partie du travail consiste à les aider à céder sur cet idéal, céder au sens de pas si, voilà, de céder face à cet idéal et d'être les mères qu'elles sont et non pas une mère hypothétique qui n'existe pas. oui, mais une mère imposée par la société aussi. Enfin, bon, c'est un autre débat. Mais elles sont aussi victimes du regard qu'on ne cesse de poser sur la mère, qui doit être épanouie, qui doit adorer le fait que son enfant ne dorme pas pendant 4 ans. Il y a aussi tout ça où il faut être heureuse, épanouie, tout en étant Mmh. au top au boulot, à la maison. Donc, c'est aussi, il y a cette Oui, il y problématique-là, a aussi la dimension sociétale, en effet. oui, qui impose un idéal pour, Mais notamment pour chez les mères. l'enfant, il y a de l'idéal aussi dans les injonctions de la société. Il faut qu'il soit bien propre sur lui, qu'il suive bien à l'école, qu'il soit poli avec la maîtresse, et Qui rentre dans évidemment, le mouvement. qu'il rentre dans les moules, qu'il fasse pas de faute d'orthographe. Voilà. Et donc, lui aussi, il a affaire à des idéaux qui sont d'ailleurs pas toujours les siens. Merci. Une question qui va entrer en résonance avec ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Mais cette question, elle revenait souvent à la lecture de tes nouvelles. La solitude est-elle l'ennemi de l'enfance? Hmm. La solitude est-elle l'ennemi de l'enfance? Oui et non, parce que dans mes nouvelles, il me semble que certains enfants la recherchent un petit peu, cette solitude. Ou Dans en la, tout cas, ils trouvent à y faire leur nid, trouvent à s'y loger. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la solitude qui soit, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un ennemi, mais à la fois, il y a évidemment des solitudes qui sont compliquées. Euh, Notamment, par exemple, je reviens sur Tu n'as pas mérité. On sent bien que ce petit garçon, il est face à une mère veuve et qu'il n'y a pas trop de tiers pour lui permettre de prendre du recul ou d'entendre différemment ce que la mère lui dit, sauf à la fin de la nouvelle, où il y a quand même quelqu'un qui vient ponctuer ce Tu n'as pas mérité pour lui faire entendre autre chose. Mais
Non, je dirais qu'il y a des solitudes qui sont recherchées aussi par ces enfants. Il y a des solitudes qui sont compliquées, hein. Dans le mastic, on voit bien que c'est un enfant qui est dans une grande solitude, mais qui va chercher chez ce commerçant, là, ce droguiste, qui coupe, enfin, qui taille les vitres pour réparer la vitre de la cuisine. Il va chercher quelque chose qu'il va trouver d'ailleurs. Je vous laisserai lire, hein. J'ai du mal comme les nouvelles sont courtes, j'ai du mal à en dire plus parce que j'ai peur de les divulgacher. Pour finir, des questions un petit peu plus personnelles. La musique s'invite dans la vie de certains personnages, tout comme dans ton écriture, qui est extrêmement poétique, qui est extrêmement travaillée, un peu comme des poèmes en prose qui s'étendent sur le format d'une nouvelle. Penses-tu comme Nietzsche que, je cite, sans la musique, la vie serait une erreur? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et répondre à ma place? Comment tu as dit est-ce qu'une vie sans musique serait une erreur? On peut passer à la question suivante. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre? Odile, par exemple, tu veux pas nous répondre là? Non, je dis ça à Odile parce que c'est ma référente musicale. Alors, non, il y a plusieurs nouvelles où des enfants jouent de la musique, effectivement, dans le livre. C'est peut-être pas sans lien avec le fait que j'ai moi-même, à un moment donné, joué de la musique, que c'était pour moi une galère absolue. Merci Patrick. Voilà, la musique, ça peut être effectivement une grande ouverture, une grande joie, une grande richesse, quelque chose qui fait vivre plus fort. Et aujourd'hui, c'est vrai pour moi quand j'écoute d'autres, mais l'expérience de faire de la musique, c'est pas toujours une belle expérience. Ça dépend des enfants, ça dépend de leurs désirs. Cette question-là, c'est pas pour rien que j'ai appelé ce livre Les défilés du désir. C'est que un enfant peut faire de la musique pendant des années sans que ce soit son désir propre, juste pour répondre au désir de l'autre et s'y ennuyer comme un rat mort, s'ennuyer comme un rat mort dans une pratique musicale, alors que ça n'est pas ce qu'il désire. Et pour la petite histoire, très récemment, je me suis mise au piano. Alors, entre deux consultations, je fais un petit peu de piano et j'y prends un grand plaisir que je n'avais jamais pris dans toutes les éducations musicales que j'avais eues auparavant. J'y prends un grand plaisir parce que ça fait longtemps que je désire faire du piano. Odile en sait quelque chose puisqu'elle a été mon prof de piano à un moment donné, à l'adolescence. Bah si, tu m'as appris quand même un petit peu des choses. Et voilà, là il y a du plaisir parce que au fond, le désir a eu le temps de mûrir, oh, c'est très joli, de mûrir. Voilà, il y a quelque chose qui s'est construit d'un désir, alors que je pense qu'auparavant, enfant, je répondais au désir de quelqu'un qui aurait voulu faire de la musique. Il y a certainement bien des enfants qui sont dans cette situation-là. Et d'ailleurs, je pense que des profs de musique sérieux, quand ils voient ces situations-là, devraient obliger les parents à faire de la musique à la place des enfants. Merci. Dans la nouvelle intitulée Le Mastic, il est notamment question de bonbons qui réchauffent le cœur du personnage principal. Est-ce que tu as éventuellement quelque chose à nous dire autour de ces petits plaisirs gustatifs qui parfois réchauffent le cœur de ces personnages principaux, de ces enfants? Pour moi, alors, tu fais partie des personnes qui ont reçu le recueil dans un petit sac avec des Oui, cerises. tout à fait. Oui. Voilà. Merci Anne-Marie qui répond à la question d'avant. C'est chouette. Alors attends, je vais quand même le lire pour tout le monde. La musique s'invite dans l'enfance sous la forme de comptines qui nourrissent l'imaginaire, voire les idéaux. Oui, pourquoi pas. Ça me fait penser que, en fait, pendant des années, quand je travaillais à l'unité mère bébé, j'ai animé un groupe bébé musique. Vous voyez, donc j'ai porté ça pendant 10 ou 15 ans peut-être de faire de la musique avec des patients, des bébés, etc. Et j'y pensais pas du tout à l'instant. Alors que voilà, j'ai passé des heures et des heures à quatre pattes sur un tapis à jouer du tambourin avec des bébés, quoi. Voilà. Donc, pour revenir aux friandises, j'avais entrepris de faire un petit sac à livres
pour les défilés du désir. Et quelques lecteurs privilégiés ont eu affaire à cette présentation-là, avec à l'intérieur des friandises. Alors, c'était des friandises un peu à l'ancienne, c'est-à-dire carambar, malabar, sucette chupa-chup, etc. Parce que il y a quand même un lien assez précis entre l'enfance et le sucre, le goût sucré, la possibilité voilà, de se réconforter pour certains enfants, en effet, avec ça. On voit bien que dans le mastic, le droguiste, le vieux René, comme on dit, il ne loupe pas une occasion pour donner des bonbons à l'enfant quand il vient dans sa boutique, mais pour en manger tout autant au fond. Hein, c'est-à-dire qu'il doit, c'est comme ah chic, il y a un enfant, je peux sortir des bonbons et puis en manger moi-même. Voilà, dans quoi je suis partie là. Probablement qu'il y avait dans ces sucreries quelque chose qui a à voir avec ma Madeleine de Proust. J'ai moi-même un certain nombre de sucreries qui, je pense notamment, c'est terrible, mais vous savez, dans les pharmacies, on vend des espèces de gommes de réglisse, là, vanillées. Là, voilà, moi, ce truc-là, vous me mettez ça, je vous écris 3 nouvelles dans la foulée. Et ça produit des effets comme ça, d'intériorisation, je plane un peu avec ça, alors que c'est du réglisse, hein, du réglisse et de la vanille. Voilà. Quelqu'un peut me rappeler dans quel sens je suis partie pour répondre à la question, parce que je suis paumée. Bon, c'est pas grave. Non, c'était très bien. C'était ce lien entre le plaisir gustatif et l'enfant et une place importante était quand même laissée à ce plaisir. Alors, euh, c'est pas symptomatique, hein, c'est pas dans chacune de tes nouvelles, mais malgré tout, dans cette histoire de mastic avec ce vieux monsieur, on voit vraiment que, mais bon, c'est toujours le problème de trop en dire avec les N'en nouvelles dites sans pas trop. divulguer. Voilà, mais c'est un réconfort. Ce que tu n'as pas, je te le donne à travers ces guimauves, quoi. Il y a certainement des moments où un sujet se sent si seul que la nourriture ou le sucre ou une musique ou un doudou peut être le seul réconfort qu'il trouve aussi. Alors, Véronique, tes réponses toujours débordantes, mais combien pertinentes. Merci, Véronique. Il reste encore des questions, vraiment? Il Des reste questions? le petit mot de la fin. D'accord. Est-ce que tu travailles actuellement sur un prochain ouvrage? Et si oui, est-ce que c'est possible d'en avoir quelques mots? Est-ce que c'est possible? Alors, je travaille sur plus. Enfin, je travaille. J'ai un manuscrit actuellement qui est terminé, qui est un roman, qui est un petit peu particulier et pour lequel je pense que je vais lever le pied. Mais voilà, qui est un roman que j'aime beaucoup et que je vais proposer un jour ou l'autre. Et par ailleurs, je travaille donc sur un autre roman qui, lui, est dans ses débuts, qui est un roman avec des adolescents, ce qui est un peu nouveau pour moi. Alors même que finalement, je me rends compte que les adolescents, j'en reçois beaucoup à mon cabinet, donc je suis plongée aussi dans ce monde des adolescents. Et donc là, pour une fois, je vais écrire un roman qui se passe dans un lycée. Bon, dans un lycée privé UP, mais dans un lycée. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Voilà, et puis j'ai commencé à grappiller des idées pour un autre recueil de nouvelles. Voilà, et sachant que j'ai aussi un autre recueil de nouvelles dans mes tiroirs qui sont des nouvelles noires. Des nouvelles noires. Mais bon, pour le moment, un livre à la fois, c'est déjà bien compliqué de soutenir un livre qui sort. Donc voilà. Et puis, en fait, j'ai aussi plein d'autres textes dans la tête, mais je les empêche de me parler parce que sinon, ça fait embouteillage. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie d'écrire et je pense que je vais réclamer une deuxième vie. Voilà, ce qui rendrait les choses un peu plus simples. Est-ce que, Audrey, si tu as plus de questions, est-ce que ça ne serait pas le moment de tirer quelqu'un au sort pour remporter un livre? Avec plaisir. Alors, je vois que nous sommes 17, mais sur les 17, il y a au moins nous trois.
Alors, attends, je vais voir comment ça marche. Ah, on est classé par ordre alphabétique. Bon, bah, très bien. Donc, on est 17. Au passage, je vous signale que parmi nous, il y a quelqu'un qui nous écoute du Japon. Bonjour Rio. Et donc, au Japon, a priori, c'est 3 heures du matin. Donc, il faut beaucoup aimer la littérature pour se connecter à 3 heures du matin, je trouve. Pour promouvoir un recueil de nouvelles, il faut vraiment y mettre du sien, en fait. Hein. C'est pas la même chose que pour un roman où il y a, enfin voilà, c'est plus facile avec un roman. Avec un recueil de nouvelles, je me suis mise à la couture. Pour un peu, j'aurais fait des roudoudous, j'aurais fait n'importe quoi. Donc, j'hésite quand je fais les dédicaces parce que je sais jamais si je dois souhaiter aux gens de se souvenir de leur enfance ou pas. Vous voyez, parce que lire des nouvelles sur l'enfance, ça réveille un peu ses propres souvenirs. En fait, tout le monde me dit ça. Et alors, il y a peut-être des personnes auxquelles je dis ça va raviver vos souvenirs. Ils me disent oh, bah non, peut-être pas, non. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va se quitter là, si tout le monde est d'accord. Merci d'être venu, en tout cas. Merci pour cette soirée. Si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas réussi à commander le livre dans leur librairie, si vous voulez, vous pouvez vous connecter. Je vous laisse avec le lien, le site de l'éditeur. À tous, je vous souhaite une bonne soirée.